La chouette d'or, ça vous parle? La chouette d'or, elle était estimée à 1 million de francs, 150 000 euros à l'époque. Donc aujourd'hui, si elle a fait x8, l'heureux détenteur de cette chouette d'or a une chouette d'or d'une valeur d'environ 1 200 000 euros. En 93, une once d'or, un peu moins de 300 euros. Aujourd'hui, 2400 euros. x8. Et si l'or était plus qu'un métal précieux, s'il pouvait permettre de diversifier son portefeuille en bourse et son patrimoine, eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue dans La Place, le podcast pour tout savoir sur le monde de la finance et des investissements, sponsorisé par Fortuneo. Je suis Thibaut Menanteau et dans chaque épisode, je reçois des invités ayant une expérience toute particulière avec la bourse, qu'ils soient experts du domaine ou investisseurs avertis. Aujourd'hui, on va chercher à comprendre pourquoi l'or est tant observé, pourquoi tout le monde discute de l'or. Pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Clémentine Cazalet, économiste à la Monnaie de Paris. Et puis, j'ai aussi l'honneur d'être avec Michael, responsable bourse chez Fortuneo. Aujourd'hui, la carte bancaire est reine un petit peu dans notre monde, mais le cash existe encore. Alors, il existe encore, c'est vrai qu'on l'utilise de moins en moins. Mais il est toujours présent, il est toujours surtout très apprécié des Français. Nous, on fait des enquêtes chaque année pour savoir si les Français sont attachés au cash ou pas, et oui. Et donc, du coup, on a des usines qui tournent toujours, oui, donc parce qu'à la Monnaie de Paris, on fabrique les euros que les Français ont dans leur portefeuille. Nous, on fabrique chaque année, on frappe chaque année plus d'1 milliard de pièces. Ah, quand même. Donc, tout n'est pas pour la France. On est à peu près 550 millions de pièces l'année dernière pour la France. Le reste pour l'international, parce qu'on frappe aussi la monnaie d'autres pays. Donc non, le cash se porte bien et on a une autre activité qui sont les pièces de collection cette fois, qui est aussi un très beau marché. Et ces pièces de collection sont très souvent en argent ou en or, d'où ma double casquette, cash et métaux précieux. Parfait pour ce podcast et le thème de l'or aujourd'hui. Michael, toi tu es responsable bourse chez Fortuneo. Tu vas nous éclairer sur quelques stratégies d'investissement, quelques idées. Toi, d'un point de vue personnel, ça remonte à quand la première fois où tu t'es intéressé à l'or? Alors, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser de ma profession, c'est relativement récent. J'investis sur l'or depuis maintenant un petit peu moins d'1 an, donc depuis août 2023. Alors, c'est venu comment? D'une simple discussion en famille, où ma belle-mère est venue vers moi, se disant, il connaît un peu la finance, je vais lui poser la question, et elle m'a posé très directement, est-ce que je dois investir sur l'or? Donc, alors, la réponse était relativement compliquée. Alors, j'ai dit oui, c'est selon moi un élément important à avoir en portefeuille. Alors, soit papier, soit physique, ça libre à chacun, mais du coup, et personnellement, depuis un petit peu moins d'1 an maintenant, j'investis régulièrement sur ETF. Notamment. D'accord, donc investisseur récent, mais connaissance évidemment du marché conséquente, puisque ça fait de nombreuses années, j'imagine, que tu es... 3 ans chez Fortuneo et 7 ans dans la banque. D'accord, donc ça donne déjà un petit peu un ordre d'idée. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour que cela soit bien clair, on ne délivrera aucun conseil en investissement dans ce podcast. Celui-ci a uniquement pour but de vous partager mon expérience et celle de mes invités. Surtout, gardez bien en tête que les performances passées d'un actif ou d'un indice ne garantissent jamais ses performances futures, parce que oui, investir en bourse, c'est potentiellement gagner de l'argent, mais c'est aussi risquer d'en perdre. L'argent investi peut être perdu en totalité. Clémentine, on parlait juste à l'instant avec Michael, l'or papier, l'or physique, comment on fait la différence? Alors, il faut savoir les avantages et les inconvénients pour chaque façon d'investir. Donc, or physique, ça va être... Alors, dans l'imaginaire de tout le monde va avoir en tête un lingot. Alors, évidemment, un lingot classique, c'est 1 kilo d'or. Aujourd'hui, ça coûte pas loin de 80 000 euros. C'est peut-être pas accessible à tout le monde. Le produit le plus classique, c'est d'investir dans des pièces en or. Il en existe de différentes tailles à différents prix du coup, mais c'est vraiment la façon la plus simple d'investir. Le standard, c'est une pièce d'1 once, parce que quand on parle d'or, on parle d'once, qui est une très vieille mesure, mais qu'on garde toujours quand on s'intéresse au prix de l'or. Une once, c'est combien de grammes à peu près? Une once, c'est 31,10 grammes. Voilà, c'est hérité d'un ancien temps et on a toujours gardé cette mesure-là. Et quand on parle du prix de l'or, on parle en once. On ne parle pas du prix de l'or au kilo, on parle vraiment du prix d'1 once d'or. D'accord. Qui aujourd'hui est de 2400 euros en gros. C'est ça. Au jour où on tourne le podcast, évidemment, il va y avoir des évolutions par rapport à tout ça. Mais alors pourquoi certains investisseurs choisissent l'or particulièrement, Clémentine?
Parce que c'est la valeur refuge par excellence. Et ça l'est depuis de très, très, très nombreuses années. En général, on investit dans l'or parce qu'on veut se couvrir contre des gros risques dans son portefeuille. Une crise financière, une guerre, toutes ces choses qui, en général, vont avoir un impact négatif sur les marchés, que ce soit les marchés boursiers, les marchés obligataires. L'or, lui, dans ces cas-là, va bien performer. C'est vraiment l'actif vers lequel on se tourne quand il y a un problème dans la finance, dans l'économie, géopolitique. Et donc, on aime bien en avoir en général dans son portefeuille, chez soi, parce que on se dit que si jamais il y a un problème sur la bourse, eh ben l'or, lui, performera bien. Ouais, en fait, c'est ça le principe de valeur refuge, quelque part, c'est de se dire d'avoir une sorte de matelas, en fait, qui peu importe ce qui se passe, au moins ça crée quelque chose de durable dans le temps et sans une volatilité qu'on pourrait connaître, par exemple, sur les autres marchés financiers. Je tempère un peu sur la volatilité. C'est quand même un marché qui est, un marché qui est volatile. L'or, notamment, peut monter très vite et redescendre assez rapidement. Il réagit beaucoup à tous les événements. L'or, ça prend en compte plein de choses. La géopolitique, l'économie, la finance. Il y a vraiment... et c'est un marché mondial qui va réagir à un peu tout ce qui se passe partout dans le monde. Donc non, c'est assez volatile. Par contre, sur très longue période, oui, ça a tendance plutôt à monter. En tout cas, si on regarde l'histoire sur les 20-30 dernières années, les performances sont vraiment impressionnantes. C'est un actif qui est connu pour conserver sa valeur, en fait. Ça, depuis des millénaires, on se dit que si on épargne dans l'or, notre épargne ne tombera pas à zéro, ça va garder sa valeur. C'est vu comme rassurant. Une sorte de portefeuille, au lieu d'avoir un matelas de billets chez soi, c'est mieux d'avoir de l'or chez soi. Principe de valeur refuge, tout simplement. Et alors, Mickaël, entre l'or physique et l'or papier, comment on choisit le support d'investissement si c'est pour investir? L'or physique, ça va être vraiment le côté tangible, comme l'a dit Clémentine, et le côté sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un côté rassurant d'un point de vue psychologique, niveau vision investisseur, de se dire, effectivement, alors pas forcément le lingot, mais en tout cas les pièces ou des lingots de petite taille, il y a ce côté sécuritaire de dire, je détiens réellement l'actif en question. En contrepartie, la partie sécurité, du coup, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on a des pièces ou des lingots, il faut bien les stocker quelque part. Oui. Et donc derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire achat de coffre-fort. Ça veut également dire assurance habitation majorée. Derrière, on a des biens de valeur beaucoup plus importants. Et du coup, derrière, ça a forcément un impact sur le prix de l'assurance et donc des coûts supplémentaires. Sur l'or papier, ça va vraiment être une question de praticité et de liquidité. Très clairement, aujourd'hui, ceux qui investissent notamment via les ETF le font par praticité et rapidité. Aujourd'hui, vous partez sur un ETF, vous achetez, vendez de manière relativement rapide depuis vos téléphones, depuis votre ordinateur. En 5 minutes, on peut acheter de l'or aujourd'hui, de l'or papier quelque part. Et quand on parle de liquidité, c'est le fait d'avoir suffisamment d'acheteurs et de vendeurs sur le marché pour que quand nous, on ait envie d'acheter ou envie de vendre, en fait, il y ait toujours quelqu'un en face quelque part, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Alors, le côté très pratique, c'est vraiment un avantage, mais il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a plus d'or papier que d'or physique, qui fait que lorsqu'on investit, généralement, sur un ETF notamment, la valeur de l'or en question est beaucoup moins importante. D'accord. Okay. Donc c'est les limites de cet investissement. Et je rappelle qu'un ETF, c'est donc un panier d'actifs. J'aime bien prendre cette image du panier gourmand, on a toujours plein de choses à manger. En fait, c'est la même chose, donc, mais au niveau financier. Et en fait, il y a des ETF qui sont spécifiques sur l'or, c'est ça? Tout à fait. Alors sur l'or, sur les métaux précieux de manière générale. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des ETF dédiés à l'or où les sociétés d'investissement achètent de l'or en physique. Et ce qui permet du coup à l'investisseur derrière de ne pas forcément posséder de l'or physique. C'est ça. Du coup, on se retire les contraintes de stockage, de sécurité. Je comprends. Et alors l'or, ça apparaît pas comme ça du jour au lendemain dans sa maison. Il faut l'extraire. Est-ce qu'il y a quelques chiffres sur l'extraction d'or aujourd'hui en 2024 et même dans les années précédentes? Alors oui, on a des chiffres. Alors forcément, on a des estimations parce qu'il faut savoir que l'or, c'est un des premiers métaux qui a été extrait et utilisé par l'homme. Donc ça remonte et forcément, c'est un petit peu dur de documenter. Il y a 3000, 4000 ans, combien d'or c'est vrai. on a sorti de terre. Mais les estimations aujourd'hui, c'est qu'il y a 212 000 tonnes d'or qui ont déjà été extraites, ce qui paraît être un chiffre énorme. Mais si on le rassemblait,
ça nous fait un cube d'or de 22 mètres sur 22. Ah oui. Donc, c'est pas tant que ça, finalement, quand on sait que c'est extrait depuis des millénaires. Donc, 212 000 tonnes qui ont été extraites. Il en resterait, les réserves en tout cas connues et exploitables, il en resterait un peu moins de 60 000 tonnes. Donc, on a déjà sorti une bonne partie de ce qu'on a sur notre terre. L'année dernière, on a extrait 3600 tonnes d'or dans tout le monde. Si on fait un petit calcul, 3600 tonnes, il reste un peu moins de 60 000 tonnes. Ça veut dire que si on continue à ce rythme, dans 16 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah oui, c'est quand même un chiffre un peu marquant. Ouais, on peut se dire dans 16 ans... on a extrait tout ce qu'on connaît. Alors heureusement, il y a maintenant une réglementation. Il y a de plus en plus de réglementations assez strictes sur l'extraction d'or. Et d'ailleurs, ça limite un peu les investissements parce que ça coûte maintenant très très cher de prospecter pour ouvrir une nouvelle mine, de mettre en place tous les machines, paramètres, les paramètres, etc. Et surtout, ils ont une obligation derrière de de nettoyer le site, s'assurer qu'il n'a pas été pollué. Donc tout ça, ça se fait sur des dizaines d'années. Et il y a donc de plus en plus de réglementations, pas mal d'opposition aussi, souvent sociale ou de la population sur place qui ne veut pas voir son environnement dégradé. C'est bien normal. Ce qui peut être logique, oui. Donc, c'est des problématiques qui sont de plus en plus prises en compte par les acteurs. Et du côté et maintenant, on trouve des offres, on trouve de l'or où on sait d'où il vient, par qui il a été produit, dans quelles conditions. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus RSE, on trouve aussi des offres où l'or est 100% recyclé. Donc, ça limite quand même pas mal l'empreinte carbone. À noter qu'évidemment, ça coûte plus cher. Oui. Forcément. Il y a toujours un impact. Voilà, il y a toujours un impact. Donc, c'est des produits qui coûtent un peu plus cher. Mais avec une nouvelle génération qui s'intéresse à ces produits de l'or, il y a de grandes chances que ça tende à se démocratiser de plus en plus. Oui, puis ça fait sens avec la situation actuelle et les problématiques. Bien sûr. Et d'autant plus, je l'ai dit, les réserves sont limitées. Donc, tant qu'à faire, autant bien les gérer. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, l'or était l'étalon monétaire jusqu'en 1971 avec les accords de Bretton Woods. Donc, toute la partie monnaie qu'il y avait dans le monde était en fait quelque part basée sur l'or. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que c'est possible de revenir à un étalon or, Michael ? Ça pourrait presque être un sujet d'examen en finance ou économie. Vous avez 3 heures. Alors, on les a pas, malheureusement. Mais alors, de manière très simple, je dirais peu probable. Ouais. Pour un seul mot, flexibilité. Aujourd'hui, très clairement, on a un système qui est lié à une monnaie non liée à l'or. Et ce système-là permet à nos gouvernements, à nos banques centrales de mieux gérer les crises, notamment s'il y a besoin de sortir la machine à billets. Pendant le Covid, par exemple ? Tout à fait. C'est possible. Demain, si on passe sur une monnaie liée à un actif comme l'or, la problématique, ça va être que derrière, il faut avoir la quantité d'or associée à cette masse monétaire. Aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres, mais je suis pas sûr qu'on ait assez d'or pour compenser la masse monétaire qu'on a actuellement sur la planète. Ouais. Et donc derrière, en fait, si on part sur cette solution, typiquement aujourd'hui, les banques centrales, les gouvernements auraient aucune flexibilité, en tout cas très, très peu de flexibilité pour répondre notamment aux crises. On l'a dit, Covid, Ukraine en 2022, et ainsi de suite. Ouais, je comprends. Ouais, si je peux rajouter un petit élément, il y a un économiste dont j'ai oublié le nom parce qu'il est compliqué, qui disait que le système étalon or, c'était comme mettre des menottes dorées au poignet des gouvernements. Et donc, c'est vraiment un peu ça. Donc, effectivement, il n'y a pas du tout assez de réserves pour couvrir la masse monétaire actuelle. Vous êtes en fait sur un système d'étalon or. Il faut que toute la masse monétaire que vous avez en circulation corresponde à ce que vous avez en réserve en or. Parce qu'à tout moment, un citoyen doit pouvoir dire échangez-moi ce billet de 100 euros contre de l'or. Donc, ça limite. Vous ne pouvez pas faire d'augmentation de la masse monétaire pour répondre à une crise. Vous ne pouvez pas non plus faire varier votre taux de change. Ça a été un des gros problèmes et c'est pour ça on a mis fin au système de Bretton Woods dans les années 70. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux garde-fous. L'indépendance des banques centrales, par exemple, c'est hyper important pour ça. Éviter que les gouvernements puissent faire n'importe quoi avec la dette. Donc, c'est, pour moi, comme le dit Michael, totalement improbable qu'on revienne à l'étalon or et pas forcément en plus la meilleure des solutions dans notre monde actuel. Je comprends. Tiens, on change de sujet un petit peu. J'avais vu une anecdote. La chouette d'or, ça vous parle ?
Ouais, et c'est ça, on en a parlé il y a pas très longtemps. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était donc une chasse au trésor française lancée en 1993, donc c'est pas tout jeune, et qui a pris fin donc il y a pas très longtemps, en octobre 2024, avec donc 31 ans de mystère. Donc cette quête impliquait de résoudre 11 énigmes pour localiser donc une contremarque en bronze enterrée quelque part en France, qui permettait d'avoir accès à cette fameuse chouette d'or. Elle a été donc découverte le 3 octobre 2024. Le protagoniste ne s'est pas déclaré sur les réseaux sociaux et est resté discret. On peut le comprendre parce que la chouette d'or, Clémentine, est-ce que tu as une idée de la valeur qu'elle a pu avoir ? Ouais, j'ai essayé de faire une estimation de sa valeur actuelle. Alors, c'est pas évident parce que tout est très mystérieux, donc on n'a pas énormément d'informations sur cette fameuse chouette d'or, à part qu'elle pesait 10 kilos et qu'elle était faite d'or et d'argent. Quand même. Mais en tout cas, j'ai regardé les prix de l'or et de l'argent en 1993 au moment où elle a été enterrée et les prix au moment où elle a été déterrée. Et ça a à peu près fait x8. Donc, pour une ordre d'idée, en 93, une once d'or, un peu moins de 300 €. Aujourd'hui, 2400 € x8. La chouette d'or, elle était estimée à 1 million de francs, 150 000 € à l'époque. Donc aujourd'hui, si elle a fait x8, l'heureux détenteur de cette chouette d'or a une chouette d'or d'une valeur d'environ 1 200 000 €. Donc, de quoi se faire un petit peu plaisir quand on a envie. Je sais pas vous, mais... De quoi compenser 30 ans à creuser la terre française. Oui, c'est pas faux. Il a dû user quelques pioches et quelques pelles, notre protagoniste. Tiens, revenons un petit peu sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, sur la partie valeur refuge. Mickaël, on parle souvent de l'or comme une valeur refuge, mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Alors c'est vrai que c'est la perception qu'on en a aujourd'hui. Alors nous, la plupart des investisseurs, c'est vrai qu'en période de crise, qu'elle soit financière, géopolitique, économique ou autre, c'est vrai que l'or a ce côté un peu stabilisateur, contrairement à d'autres classes d'actifs, je pense notamment aux actions, qui en période de crise vont avoir une volatilité qui peut être extrêmement importante, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Alors après, est-ce que c'est une règle absolue? Non. Faut bien avoir en tête que, comme Clémentine l'a dit tout à l'heure, c'est que l'or peut baisser, enfin peut augmenter, peut baisser, et que par conséquent, si on a investi à un point haut et que l'or derrière baisse, forcément il y a une perte de valeur. En tout cas, une perte du capital investi. Donc aujourd'hui, pas forcément une règle d'or. Après, c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, l'or a plutôt tendance à se démocratiser. Et je pense notamment, alors parce que j'y étais en vacances l'année dernière, mais en octobre 2023, Costco, chaîne d'hypermarchés aux États-Unis, a mis en vente des lingots d'or. Alors, je n'ai plus la taille. Il y a eu plusieurs tailles différentes, mais ouais, les lingotins, des lingots vraiment petits, hein, qui sont en grammes ou en dizaines, centaines de grammes, mais... Ah oui, d'accord. Ils n'ont pas vendu des lingots d'1 kilo, je veux dire. Oui, bien sûr. Oui, j'imagine, mais dans le supermarché directement. Dans le supermarché directement, et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie démocratisation. Et en fait, le jeu de mots est bienvenu, mais ça a vraiment été la ruée. Les lingots se sont vendus, en tout cas les petits lingots se sont vendus très 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 rapidement. Il y a des Costco qui sont retrouvés en rupture de stock dès la première heure dans certains magasins. Alors, l'histoire de Costco, ça a été assez marquant. Il y a quelques semaines, j'étais à la conférence LBMA, qui est la conférence annuelle la plus importante sur les métaux précieux. Et tout le monde parlait que de ça, du succès retentissant de Costco qui vendait ses lingots en quelques jours dès qu'il réapprovisionnait. C'est intéressant parce qu'on se dit que ça a probablement touché finalement des gens qui habituellement n'achètent pas de l'or. Et là, comme c'était si facile, si accessible, et comme c'est un peu inscrit dans l'inconscient que l'or, c'est une bonne valeur refuge, ça permet de conserver ses économies. Ouais. Ça a super bien marché dans une période où les vendeurs plus traditionnels d'or n'ont pas fait leur meilleure année. Costco, ça a super bien marché. Les analystes financiers estiment que sur les premiers mois de 2024, donc quelques mois après le lancement de l'offre, Costco vendait pour 100 à 200 millions de dollars de lingots par mois sur cette période. Oui. Donc, ça a été un très, très beau succès. Ouais. Parce qu'il touche aussi beaucoup de monde, mais il y a aussi les États qui accumulent de l'or dans leurs réserves.
C'est depuis toujours? Comment ça se passe? Alors non, c'est pas depuis toujours. Et là, il y a eu des grands changements dans l'histoire. Alors il y a historiquement des pays qui ont des réserves hyper élevées, comme la France par exemple. On a plus de 2400 tonnes sagement enfouies dans les coffres-forts de la Banque de France. C'est notamment les pays, les grandes économies pendant les systèmes d'étalons or qui ont accumulé des réserves. À la fin du système d'étalons or, c'était plus stagnant, voire même il y a eu une période dans les années 90, début 2000, où les États se sont demandé à quoi ça servait d'avoir tout cet or et est-ce que ça vaudrait pas le coup de les vendre un peu. Il y a eu un premier tournant, ça a été 2007-2008, la crise financière. Ouais. Où on s'est rendu compte qu'en fait, il y a de l'instabilité financière, il y a même des gros risques, et que l'or, dans ces moments-là, ça joue quand même bien son rôle de valeur refuge. Et donc là, on a vu un changement. Quand on prend l'agrégé des achats des banques centrales, avant 2007, elles étaient plutôt vendeuses nettes. À partir de 2007-2008, elles sont acheteuses nettes, elles se remettent à accumuler des réserves d'or. Et deuxième tournant, c'est les sanctions imposées à la Russie, c'est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est tout cet environnement géopolitique très tendu depuis quelques années qui fait dire à certains pays qui veulent être moins dépendants du dollar parce qu'ils ne veulent pas que les États-Unis puissent du jour au lendemain les sortir des transactions internationales, etc. Et donc du coup, ils se remettent à accumuler des réserves. Et on parlait de l'or qui a très bien performé ces derniers mois, sur l'année passée. C'est en grande partie grâce à ces banques centrales qui achètent beaucoup d'or. Aujourd'hui, c'est un quart de la demande d'or dans le monde. C'est les banques centrales qui les achètent. Et alors, Mickaël, on parle beaucoup de l'or, évidemment, parce que c'est le thème de cet épisode. Mais il y a aussi d'autres métaux précieux, l'argent, le platine, par exemple. Est-ce qu'ils sont si largement différents que l'or ? Ils sont différents d'un point de vue comportemental, au-delà d'être différents d'un point de vue technique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent, le platine, contrairement à l'or, vont avoir cette caractéristique d'être beaucoup plus dépendants d'un secteur d'activité. Très concrètement, l'argent va surtout être lié aux nouvelles technologies, aux panneaux solaires. Le platine, plus au secteur automobile. Donc, logiquement, si l'automobile va mal, le platine va moins bien se porter. Pareil du coup pour l'argent et les différents secteurs auxquels il est associé. Contrairement à l'or qui, lui, même s'il est utilisé, notamment dans les nouvelles technologies, va plus avoir un rôle d'actif de préservation de la richesse et du coup qui va être moins dépendant de la volatilité sur différents secteurs. L'or, quelque part, est vraiment à part. Si on peut le résumer comme ça. Ouais, on pourrait globalement avoir l'or d'un côté, les autres métaux précieux de l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir une vision globale, notamment d'un point de vue diversification boursière. C'est vrai qu'on peut se poser la question d'avoir que de l'or, en tout cas en termes de métaux précieux, d'avoir que de l'or sur son portefeuille. Mais aujourd'hui, c'est pas inintéressant, notamment pour les investisseurs qui s'intéressent à ces secteurs-là, de se dire, si j'investis sur le secteur automobile, on va citer Renault plutôt que d'acheter que du Renault. C'est pas inintéressant du coup d'avoir aussi la matière qui va composer les éléments de la voiture et donc derrière d'acheter par exemple du platine. Si je peux ajouter une petite chose sur ce côté de diversification des métaux précieux, l'avantage de l'argent, du platine, du palladium, c'est qu'ils sont plus accessibles que l'or. Ah oui. Je disais qu'une once d'or c'était 2400 €, une once d'argent c'est environ 30 €, une once de platine ou de palladium c'est environ 900 €. Donc pour investir, alors dans les ETF, la question ne se pose pas, mais si on a envie d'avoir des métaux précieux physiques chez nous, pour investir, c'est vrai que l'argent, le platine, le palladium, c'est plus accessible. Là, il y a des pays où l'argent marche d'ailleurs plutôt très bien, notamment aux États-Unis, comme moyen d'investissement. D'accord. Et alors par rapport à l'immobilier, Mickaël, parce que l'immobilier, c'est quand même un des placements préférés des Français. Est-ce qu'on peut comparer les deux ? Est-ce que les deux sont peut-être nécessaires ? C'est quoi ta vision des choses ? Ma vision, les deux sont complémentaires. Différents mais complémentaires. Aujourd'hui, c'est vrai que comme on l'a dit, l'or a plus ce rôle de préservation de la richesse, en tout cas de stabilisateur dans un portefeuille boursier. Il va être beaucoup moins dépendant, en tout cas beaucoup moins volatile selon certaines crises. Alors que l'immobilier, c'est vrai que ce secteur va être très dépendant du marché local. On l'a vu ces dernières années, typiquement en France. Et derrière, et du coup, il sera beaucoup plus volatile selon la crise. Après, c'est deux stratégies différentes aussi d'un point de vue boursier. Si l'or permet de préserver
entre guillemets, la richesse. L'inconvénient, c'est qu'il ne va pas apporter de rendement dans le temps. Tandis que l'immobilier, vous en avez dans votre portefeuille. De toute façon, on le voit dans la vie de manière générale, vous avez un investissement locatif. Chaque mois, il va vous apporter un rendement. Ce que ne fait pas l'or aujourd'hui. D'où ma vision de deux produits différents, mais finalement complémentaires. Et le choix de l'un ou l'autre va aussi dépendre des objectifs de chaque investisseur et de son appétence au risque. Et justement, on va se projeter, je vais vous poser la question à tous les deux. Dans 20 ans, admettons, on se projette à 20 ans, sur un portefeuille à 20 ans, un portefeuille bon père de famille, comme dit la formule consacrée. Quelle place peut avoir l'or dans ce portefeuille? Est-ce qu'on peut même mettre un pourcentage, Clémentine? Alors, en gestion d'actifs, on met un pourcentage. En général, les experts parlent de 5% de son portefeuille en or. Quand on écoute les spécialistes du marché, ça monte jusqu'à 10%. Je pense que ça dépend vraiment du profil de chacun, de la prise de risque. C'est important de savoir à quoi s'attendre. Comme l'a dit Mickaël, l'or, ça ne produit pas de rendement. Certains préféreront un livret A, tout ce qui est de plus sécurisé, avec un rendement relativement modeste. Et certains préféreront un portefeuille un peu plus diversifié. Mais en tout cas, avoir une vision long terme sur l'or, c'est pour moi une bonne stratégie. Ne pas avoir ça comme un actif spéculatif où on va faire du profit en quelques jours, quelques mois. Sur le long terme. Mickaël, toi de ton côté? Alors, ça va être difficile de compléter, mais effectivement, j'aimerais insister sur le côté, effectivement, la part, en tout cas, va vraiment être propre à chacun. Chacun va avoir son objectif sur son portefeuille. Généralement moyen long terme, mais va également, en fait, chacun va avoir sa part de tolérance au risque plus ou moins importante, et c'est aussi ce qui va permettre de définir, en tout cas pour chacun, un pourcentage plus ou moins élevé. Après, si je peux compléter avec un chiffre, chez Fortuneo, on constate que nos clients qui détiennent de l'or dans leur portefeuille, généralement, l'or représente environ 4%. Et alors, en termes d'achat, Mickaël, quelles sont les stratégies les plus courantes? Alors très clairement, déjà, ça sera de se positionner en termes d'objectifs. Alors on l'a vu, l'or ne génère pas de rendement. Ça peut être un très bon outil de diversification, mais également de stabilisation sur la valeur, en tout cas de préservation sur le long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le cours de l'or, on se dit, chaque investisseur qui va vouloir rentrer va se dire, j'aimerais bien rentrer sur un point bas. Ouais. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de prédire l'avenir. Donc forcément, le moyen, peut-être le plus pertinent, ça va être notamment d'investir sur le long terme et de manière assez régulière. Et c'est une des stratégies, donc le DCA, qui a pour but d'investir de manière assez régulière. Donc ça peut être mensuellement, de manière hebdomadaire ou autre, par souvent des petites sommes qui permet en fait sur le long terme de lisser le risque. Et du coup, voilà, de compenser peut-être la frustration de ne pas avoir pu chercher notamment un point bas. Mais voilà, c'est une stratégie parmi tant d'autres. C'est une stratégie qui peut générer de la perte partielle ou totale en capital, et c'est important de le rappeler. On parle souvent de l'achat par rapport à l'or, mais les bonnes pratiques pour vendre, est-ce qu'on doit vendre de l'or parfois, Clémentine ? Alors, ça dépend un peu de la logique avec laquelle on a investi. Je pense que si on a une logique de diversification de portefeuille, on se dit qu'on veut toujours avoir environ 5% de son portefeuille en or. Si l'or a eu une très très belle année, pourquoi pas prendre un peu de profit pour rester à ces 5%. Mais là, on parle vraiment des investisseurs qui ont un profil très dynamique, qui suivent régulièrement leurs investissements. Sinon, l'or, ce ne serait pas le premier actif vers lequel je me tournerais pour la revente. Comme on l'a dit, c'est vraiment sur le long terme qu'il faut espérer de belles choses. Donc, il y a peut-être un côté, vendre son or, c'est vendre un peu les bijoux de famille. Voilà. Si vous avez besoin, effectivement, et que d'argent pour un souci, pour un projet, pour quelque chose, et que votre or a bien performé, vous pouvez effectivement l'utiliser, mais c'est peut-être pas forcément l'actif prioritaire à liquider. Il a cette capacité normalement de conserver sa valeur sur vraiment très très long terme. Une chose à prendre en compte peut-être si vous achetez de l'or physique, c'est qu'il y a une fiscalité qui est très avantageuse si vous avez détenu votre or très longtemps. Donc évidemment, il faut prouver
quand est-ce que vous l'avez acheté. Ça ne marche pas avec les pièces qu'on a héritées de ses grands-parents, etc. Mais si vous pouvez prouver quand est-ce que vous avez acheté votre or, après 22 ans de détention, il n'y a plus aucune fiscalité sur l'or. Donc ça vaut peut-être le coup de prendre ça en compte. Si ça fait que quelques années que vous l'avez, la fiscalité va être un peu lourde. Si ça fait longtemps que vous l'avez, ça devient un peu plus intéressant. C'est toujours intéressant dans la mesure où la fiscalité n'évolue pas dans les prochaines années au moment où vous allez écouter le podcast, parce que parfois la loi des finances, elle change un petit peu tous les ans. Donc on peut avoir quelques modifications là-dessus, mais c'est vrai que c'est une précision importante. Je pense qu'on comprend mieux maintenant pourquoi l'or est autant discuté, autant observé. Vraiment merci à tous les deux d'être venus et puis d'avoir tout simplement apporté votre expérience et vos connaissances. Merci à toi. Merci. Je retiens 3 enseignements de cette conversation. Premièrement, il existe 2 manières principales d'investir dans l'or, à la fois les ETF qu'on appelle l'or papier ou l'or physique comme les pièces et les lingots. En second, l'or doit avant tout être considéré comme un potentiel outil de diversification et non pas de spéculation. En matière d'or physique, l'idée c'est de le garder le plus longtemps possible et de le vendre uniquement en dernier recours. Voilà, j'espère que cet échange vous a donné des clés. Je l'ai déjà dit, mais c'est important, ce n'est pas du conseil en investissement. Les valeurs qui ont pu être citées fluctuent à la hausse comme à la baisse. Et quand on parle de bourse, il y a toujours un risque. Le risque de perdre tout ou partie de l'argent investi. Bref, en bourse, les maîtres mots sont patience, vigilance et connaissance. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à vous abonner. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci à Fortunéo de soutenir ce podcast. À très bientôt dans la place et en attendant, prenez soin de vous et de vos investissements.